Nous condamnons fermement cet attentat qui a entraîné la mort d'Ismail Haniyeh. Nous pensons que de telles actions sont dirigées contre les tentatives d'établir la paix dans la région. De plus, elles peuvent déstabiliser de manière significative une situation déjà tendue. Voilà, les déclarations des Russes, il y a beaucoup de déclarations dans ce genre-là, les Syriens, etc., etc., les Chinois. Lisez ce que dit Erdogan, le président de la Turquie, sur le fait que, selon lui, c'est l'assassinat perfide d'un frère. Il présente M. Haniyeh comme un frère. Je ne sais pas si on peut lire la déclaration de Erdogan. Est-ce qu'il faut s'attendre là, vous disiez parole, encore à seulement des déclarations ou plus que ça? Non, Erdogan, il exporte, il échange avec Israël pour 6 milliards de dollars. Et il a besoin pour son économie. Il avait renvoyé l'ambassadeur à l'automne dernier. Et en même temps, il a donné un passeport turc à M. Haniyeh pour lui permettre de circuler. Donc, de ce fait, il faut satisfaire son opinion publique, sa base sociale, mais en même temps ne rien faire pour qui remette en cause les intérêts économiques de la Turquie. Donc là aussi, c'est parole et parole. On a l'impression qu'il y a beaucoup d'hypocrisie cumulée dans toute cette affaire. L'hypocrisie aussi, rappelons-le, tous ces Occidentaux qui auraient pu demander l'extradition d'Haniyeh depuis des mois, qui ne l'ont pas fait. Non, ils traitent avec lui pour passer les messages à Sinoir, à Gaza, et pour libérer leurs otages. Et donc, il était le chaînon de transmission des informations et des échanges et des négociations avec les gens de Gaza. On va entendre une voix qui fait autorité en matière militaire. Je vous en prie, colonel Goya, rejoignez-nous, vous aussi. Asseyez-vous ici, Michel Goya. Merci beaucoup, Antoine Basbous. Merci beaucoup, Stéphane Goldin. On vous entendra. Stéphane Goldin, je vous en prie. On vous entend. Oui, simplement dire un mot. Il faut savoir que c'est vrai que la Turquie veut à tout prix avoir un rôle clé ici au Moyen-Orient et fait tout pour maintenir ce rôle clé. Mais derrière tout ça, il y a ce que vous avez appelé un axe, et moi j'appelle ça l'axe du mal, entre l'Iran, la Chine, la Russie. D'ailleurs, cet axe a eu un exercice maritime en mer Indienne il y a à peine 3 semaines. Il y a 3 mois, c'était le même exercice qui était en mer Caspienne. Donc on voit très bien qu'il y a actuellement une organisation qui se fait autour de la Russie et autour de la Chine avec l'Iran. L'Iran qui construit aujourd'hui des drones en Russie pour justement combattre les Ukrainiens. Donc on voit tout ça qu'il y a un imbroglio au niveau mondial, je dirais, par rapport à l'Iran. La nature ayant horreur du vide, dès que je pense les élections américaines seront passées, la donne changera. Enfin, je l'espère. Merci Stéphane Goldin, on vous recevra plus tard dans l'émission, plus tard dans la soirée avec les développements qui sont en train de nous arriver. Donc Michel Goya, développement notamment sur les méthodes qui ont été utilisées, beaucoup de sources, disons, officieuses qui semblent indiquer que l'hypothèse du missile, alors d'où est-il tiré, ça c'est autre chose, mais en tout cas est une des hypothèses dominantes. Oui, alors il était question de frappe aérienne au départ. Alors il faut bien comprendre que pour ce type d'action, on frappe sur une cible qui est très précise, très petite, très mobile, ça bouge, très importante, donc il ne faut pas se couper. Et donc ça suppose déjà un suivi permanent, c'est-à-dire que vous avez des gens qui suivent en permanence où se trouve très précisément, au mètre près, la cible. Ça veut dire, pardon, comment ça se passe? Il y a un officier israélien qui est là, qui sait qu'il y a un écran. Et il sait à la seconde près là où se déplace Haniyeh. Oui, il faut savoir très précisément où se trouve. Donc ça veut dire très concrètement que vous avez des agents sur place qui suivent, qui regardent, qui observent, qui savent, qui disent voilà, il est effectivement dans cette maison, si possible dans cette pièce. Et parce qu'il n'a pas une puce sur lui. A priori, non. Si c'était le cas, oui, ça serait une grande performance quand même des services. Mais a priori, non. Non, ça se fait un peu à l'ancienne. Donc, il faut suivre la cible jusqu'au bout. Je dirais jusqu'au bout, c'est-à-dire après la frappe. Pour dire, voilà, il a effectivement été, la cible est touchée. Ensuite, et ça c'est le renseignement, évidemment essentiel, puis après il y a avec quoi on frappe, l'effecteur. Et là, il faut quelque chose là aussi de très précis, pas forcément trop puissant pour pas faire énormément de dégâts collatéraux, on va le dire. Et là, a priori, Haniyeh lui-même a été tué, son garde du corps, on ne parle pas beaucoup d'autres pertes par ailleurs. Donc il faut quelque chose de très précis, puissant, suffisamment puissant, mais pas trop, et surtout qui tape très vite. C'est-à-dire que là aussi, on est sur une cible qui est très mobile. C'est-à-dire qu'on ne va pas taper depuis Israël,
le temps de vol d'un missile balistique ou de croisière sera beaucoup trop long pour attaquer ce type de cible. Donc, alors ça semble accréditer l'idée qu'effectivement le missile aurait été tiré, comme le disait Goldin, de la banlieue de Téhéran, plus que de Tel Aviv ou de Jérusalem. Oui, donc c'est un tir qui est proche, relativement proche. C'est au moins quelques dizaines de kilomètres de la zone. Alors soit par drone. C'est comme ça que, par exemple, Zawahiri, donc le successeur d'Oussama Ben Laden, a été tué à Kaboul en 2022, ou Soleimani, le leader de l'organisation Quds, a été tué par les Américains à Bagdad par un drone armé, missile. Donc c'est possible. On sait que le Mossad a une base au Kurdistan irakien, donc relativement proche, peut-être en Azerbaïdjan, donc ça vient peut-être de là. Ça, c'est une hypothèse. Deuxième hypothèse, les Israéliens disposent d'un instrument qui est maintenant redoutable. Pour ça, c'est l'avion F-35 américain, qui dispose depuis peu, et qui a beaucoup de problèmes techniques, mais qui a un énorme avantage, c'est qu'il est furtif. C'est-à-dire que là, très concrètement, les Israéliens pouvaient avoir une patrouille de 2 avions F-35 à proximité de Téhéran qui attendaient le signal. On peut se balader dans l'espace aérien, en l'occurrence de l'Iran, en avion, sans qu'ils le voient. Oui. Avec des F-35, oui. Et c'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs en avril, au mois d'avril, lorsqu'ils ont riposté eux-mêmes aux frappes iraniennes. L'inconvénient de cette méthode, c'est que, d'abord, c'est loin, et ça suppose quand même de franchir le ciel irakien. Ça suppose des ravitaillements en vol avec des avions qui, eux, ne sont pas furtifs. Donc ça veut dire très concrètement que ça ne peut pas passer inaperçu aux yeux des Américains, en tout cas, qui ça nécessitera un peu, quand même, au minimum, un feu vert de leur part. Vous tapez à Beyrouth, c'est juste à côté, il n'y a pas de problème avec ça. Donc c'est la deuxième hypothèse que je privilégierais pour ma part. Pourquoi pas l'opération Commando? On se rappelle ce qui a été fait. Oui. Alors les Israéliens l'ont beaucoup fait. Des tueurs qui vont à un endroit précis. Il y a aussi... Il y a un certain nombre de physiciens nucléaires iraniens directement sur place. C'est possible aussi. L'inconvénient de la méthode, c'est qu'elle est beaucoup plus risquée. C'est-à-dire que vous êtes obligé d'envoyer des hommes à vous, un commando. Et de les faire repartir. Et surtout, de les faire repartir. C'est souvent la phase la plus délicate d'une opération, sauf pour les opérations suicides, mais les Israéliens ne pratiquent pas ce genre de choses. Mais quand vous avez un instrument comme un avion furtif que personne ne voit, et qui peut se balader, peut rester en l'air juste à proximité, autant l'utiliser. C'est ce que les Israéliens ont utilisé les F-35 pour frapper au Yémen, sans être décelés, et ils l'utilisent maintenant régulièrement. C'est ce qu'ils ont utilisé aussi pour frapper, par exemple, à Damas, le consulat iranien, etc. Donc c'est plutôt l'instrument privilégié de ce genre de choses. Est-ce que vous croyez à l'opération d'occasion? C'est-à-dire, ils se sont dit, tiens, il y a une fenêtre, il n'est pas au Qatar, parce qu'au Qatar, c'est compliqué de frapper, on en profite. Oui, je pense, oui. Là, il y a une fenêtre d'opportunité. Le Qatar, effectivement, il y a une sorte d'accord tacite pour ne pas commettre de meurtre au Qatar. C'est un lieu préservé d'une certaine façon. C'est comme dans John Wick, vous avez l'hôtel Continental qui est préservé de toute action violente. Mais voilà, il sort. Alors, il sort peu. Il sort en Turquie, il est sorti en Iran. Et il devait se sentir, n'est-ce pas, protégé? Parce qu'en théorie, il voit le chef suprême, le guide suprême Khamenei, il est là vraiment dans une bulle, apparemment. Il devait se dire ça. Normalement, oui. C'est-à-dire que là, il y a quand même eu aussi, pour une réussite aussi, je dirais, éclatante, si j'ose dire, il faut qu'il y ait effectivement quelque chose de bien préparé d'un côté et puis des défaillances de l'autre. Oui, les services iraniens n'ont pas été bons. Ils n'ont pas assuré une protection efficace. Si vous voulez vous protéger de ce type d'action, vous vous mettez dans un bunker chinois. Ça fait 10 mois que les Israéliens cherchent à le tuer et ils n'ont pas réussi à l'avoir parce qu'il est bien protégé. Donc soit vous protégez, soit vous faites bouger en permanence l'individu que vous protégez, etc. Soit vous faites des simulations, vous essayez de tromper l'adversaire éventuel, celui qui peut vous observer, etc. Non, là ils ont fait ça assez tranquillement dans une maison qui n'est pas protégée particulièrement, qui semble-t-il avait déjà été utilisée pour accueillir des dignitaires du Hamas. Non, les Iraniens ont été un peu légers dans cette affaire. Mais au bout du compte, le signal, il est aussi, la part des Israéliens, est aussi pour les Israéliens, et pour les Iraniens, pardon, et en réalité pour tout le monde, dans la région en tout cas. Ils disent, regardez, maintenant, nous avons la possibilité de frapper n'importe où, et de frapper très précisément n'importe où et n'importe qui, sans que l'on puisse être arrêté. Donc c'est aussi
un message plus large qui est adressé à tous les ennemis d'Israël. Et aux Iraniens eux-mêmes, parce qu'il y a une menace, évidemment, tout à l'heure, Antoine Basbouche le disait, c'est une menace aussi très directe à Khamenei, etc., qui se disent demain, ça peut être moi. Exactement. C'est-à-dire que voilà, si les choses se dégradent entre Israël et l'Iran, rien n'empêche les Israéliens de mener une série d'attaques, de décapitations sur les dignitaires du régime, bien sûr. Alors je pense qu'à ce moment-là, les dignitaires prendraient un peu plus de précautions et se réfugieraient dans des sites protégés, mais personne, en attendant une guerre véritablement ouverte, personne n'est véritablement à l'abri. Il avait du sang français sur les mains. Oui. Il y a quand même beaucoup de Français qui ont été tués aussi, de Franco-Israéliens. Combien ? Il y a plus de 40 Français, double nationalité, qui ont été tués. Oui, vous avez fait une déclaration remarquée sur Twitter en disant « Bravo Israël ». Oui, alors je parlais surtout de Fouad Chouker. Lui aussi avait du sang français sur les mains. Qui est un des organisateurs, apparemment, il était très jeune à l'époque, mais il a participé à l'attaque du 23 octobre contre une caserne américaine, 240 morts, et contre un bâtiment occupé par des Français qui a été détruit et qui a fait 58 soldats français tués. Est-ce que d'une manière similaire, on entendait l'officier israélien qui disait « je l'aurais tué de mes mains », est-ce que vous, officier français, vous trouvant devant Agnier, vous l'auriez tué ? Oui, bien sûr. Bien sûr. À partir du moment où une organisation tue délibérément... Alors, la France n'était pas forcément spécialement visée. Le Hamas n'a pas déclaré la guerre à la France d'une certaine façon, mais il a tué malgré tout 40 Français. Donc ça mérite effectivement... on est entré en guerre pour moins que ça, contre un État ou une organisation armée. Donc en situation de guerre, le droit commun ne s'applique plus, c'est le droit de guerre. En droit commun, on élimine les gens, enfin les neutralise en tout cas, on les remet à la justice pour ce qu'ils font. De mal. En droit de guerre, on élimine les gens, on les tue pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des ennemis et des combattants ennemis. Vous ne tuez pas des civils, vous ne tuez pas des innocents, mais vous avez parfaitement le droit de tuer des ennemis, des combattants et leurs dirigeants. À partir du moment où vous avez attaqué sciemment, alors c'est surtout encore une fois le cas du Hezbollah en 1983, vous avez attaqué sciemment une puissance étrangère, une armée des soldats d'une puissance étrangère, vous déclarez de facto la guerre. Et dans ce cas-là, vous avez parfaitement le droit d'éliminer ces gens-là. Je rappelle qu'on a frappé en Syrie régulièrement l'État islamique. Nous, Français, nous avons frappé régulièrement en Syrie à l'intérieur d'un État malgré tout souverain, la Syrie, sans lui demander son avis, qui n'aurait de toute façon pas son accord, qui n'aurait de toute façon pas donné, mais on l'a fait délibérément et parce que on était en guerre contre l'État islamique.